Bienvenue sur Cambium, le podcast de l'agroforesterie. L'agroforesterie, le terme est nouveau, les pratiques sont aussi vieilles que l'agriculture. C'est un système qui est intensif en production de ressources, qui peuvent être alimentaires ou non, et finalement qui permet d'optimiser l'usage de ressources naturelles. L'agroforesterie, c'est remettre en interaction les arbres, les sols, les animaux, et rassembler les acteurs de l'agriculture et de l'environnement. Pour sortir de la dépendance au pétrole, pour accroître la productivité alimentaire, pour contribuer à la régulation climatique, l'agriculture a une arme puissante, c'est l'agroforesterie. Faire de l'arbre un allié de notre agriculture, c'est le principe de l'agroforesterie. Au travers de ce podcast, suivez Étienne lors de ses rencontres avec ceux qui la mettent en pratique au quotidien. Cette émission vous est proposée par l'Association française d'agroforesterie. Bonne écoute! Peut-on allier conservation de la forêt tropicale, production de haute qualité et performance économique ? De toute évidence, oui, et cela s'appelle l'agriculture sous couvert forestier. Pour cet épisode, nous partons en direction de la Guadeloupe avec Cédric Coutelier, qui nous explique comment il cultive une vanille d'exception dans un environnement forestier. Cédric Coutelier, donc je suis arrivé en Guadeloupe en 1998. J'ai commencé, alors j'étais dans le monde agricole avant. Mon père était éleveur de bovins laits dans le Loiret, et puis j'ai fait des études agricoles jusqu'au bac pro. Ensuite, je suis arrivé en Guadeloupe et là j'étais chef de la ferme pédagogique du SMA. J'ai fait ça pendant 7 ans. Ensuite, j'ai été un peu chef d'élevage dans une ferme privée, puis j'ai commencé à vouloir un peu prendre mon envol personnel, et donc j'ai créé mon entreprise agricole en 2008. Alors j'avais un peu de vanille dans mon jardin, parce que j'ai toujours un jardin, et en 2005 je commence à faire un peu de vanille, et donc je commence à m'installer vraiment en 2008. Et là du coup je commence à louer 1 hectare de forêt publique, qui appartiennent au département de la Guadeloupe, mais dont le gestionnaire c'est l'ONF, comme toutes les forêts publiques qu'on a en France, et Outre-mer compris. Et puis je démarre comme ça, puis finalement au fur et à mesure du temps j'augmente un peu mes surfaces, et aujourd'hui j'ai 7 hectares de location publique et 11 hectares de forêt privée. Et partout je fais de la vanille, puis je commence à valoriser un peu d'autres arbres, notamment le bois bondé, puis on a des projets de développement du bois lançant. Pas du bois lançant seulement, mais des arbres à résine, de manière plus générale. Voilà, après il y a d'autres petits arbres qu'on peut valoriser, mais c'est... en tous les cas, moi pour l'instant, c'est vanille, bois bandé. Bonjour Cédric, bienvenue sur le podcast. Salut, bonjour. Heureux d'être avec vous. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Cédric, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi faire de la vanille sous couvert forestier ? Alors, le fait de faire de la vanille sous couvert forestier, ça va nous permettre de l'installer dans un milieu qui est proche de son milieu originel. Parce que la vanille, c'est une liane, une orchidée. D'ailleurs, c'est la seule orchidée dont, d'après moi, on consomme le fruit. Et donc, à l'origine, elle vit en pleine forêt, et à chaque fois entre les 2 tropiques nord-sud et équateur éventuellement. Et donc, la forêt tropicale lui convient très bien, et donc ça nous évite tout un tas de contraintes d'artificialisation. Enfin, tu as mentionné dans ton introduction que tu louais de la terre à l'ONF. Dans quel ordre est-ce que ça s'est fait ? Est-ce que tu t'es tourné vers la vanille parce que tu avais l'opportunité de travailler avec de la forêt, ou est-ce qu'au contraire tu avais ce projet de vanille et tu allais chercher des parcelles de forêt pour la produire ? Alors pour tout dire, en fait, il y avait un peu la contrainte du foncier. Donc moi, j'avais envie d'être agriculteur. J'avais quand même des grandes envies d'agriculture propre, agriculture biologique, parce que j'avais mesuré les contraintes de l'agriculture conventionnelle et du coût des intrants, etc. Puis je commençais à me dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie, quoi. Puis j'étais assez fan de cette méthode. Et donc, en cherchant à m'installer, à ce moment-là, j'avais pas d'objectif forcément tout de suite de l'agroforesterie, mais il s'avère que c'était plus simple de pouvoir louer le foncier ONF que de déposer un dossier SAFER. J'en ai déposé à la SAFER, mais ça n'a pas été concluant. Et donc, du coup, c'est un petit peu à ce moment-là que ça s'est fait. Par contre, une fois que j'ai eu l'opportunité de voir la forêt, là, la vanille, elle s'est posée de manière assez évidente.
Et puis je suis rentré dedans à fond et j'en suis plus jamais sorti d'ailleurs. Et pour avoir un peu de contexte, parce que bon, en tout cas moi pour ma part, je suis pas du tout familier avec la culture de la vanille. Je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup de nos auditeurs. Est-ce qu'il y a une filière vanille qui existe en Guadeloupe ou qui existait en tout cas au moment où tu t'es installé? Et pour aussi comprendre, on va dire la manière classique ou conventionnelle de faire de la vanille, à quoi ça ressemble pour qu'on puisse situer en fait à quel point ton modèle il est différent ou non. Très bien. Alors pour la première question sur est-ce qu'il y avait une filière, oui, il y en a eu. Alors par le passé, la Guadeloupe a été un gros producteur de vanille. Et d'ailleurs sur l'ensemble des Amériques, toutes îles confondues, la Guadeloupe a été à un moment donné le leader. Et puis ça s'est étiolé. En tous les cas, ça s'est arrêté dans les années, dans fin des années 50, début des années 60, où là, le gouvernement a orienté les Antilles françaises sur canne à sucre et banane. Et ça a été un petit peu la fin des épices, du café, du cacao et de la vanille. Ceci dit, quand moi j'arrive, il y a quand même une petite structure qui tentait de relancer un petit peu la vanille, mais pas de manière forte, en tous les cas, qui n'orientait pas les producteurs sur uniquement ça. C'était un petit peu, bon, vous avez un bout de forêt, vous pouvez faire ça si vous voulez, quoi. Et ensuite, alors moi, quand j'ai voulu m'installer dans la vanille, j'ai bien intégré cette structure, mais elle est passée de 70 producteurs à moins d'une dizaine en quelques années, notamment parce qu'on n'avait pas les bons chiffres, euh, ce qui avait un petit peu affaibli les business plans des gens quand ils s'installaient. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les bons chiffres, quoi. En tous les cas, personne n'y arrivait. Et puis, c'est assez difficile qu'un agriculteur conventionnel, quand on l'installe dans la forêt, c'est perturbant parce que c'est pas du tout ce qu'on a appris dans les lycées agricoles, en tous les cas, au moment où moi j'y étais. Donc ça s'est soldé un petit peu par un échec. Par contre, des 8 personnes qui restaient, notamment moi qui avais la volonté, au vu de la difficulté d'avoir le foncier, je me suis dit, moi je vais pas lâcher. Et donc on est reparti. Puis par contre, on a créé nos données, c'est-à-dire que en repartant à ce moment-là, en travaillant un peu et en enregistrant nos chiffres de production, de regarder la densité des arbres sous ce couvert forestier, comment on allait aménager la forêt pour la vanille, comment on allait l'aménager pour nous en minimisant les impacts de l'homme dans cette forêt. On a réussi à relancer un peu. Et là, on a créé une association qui s'appelle l'APAGUA, donc Association de promotion de l'agroforesterie en Guadeloupe, qui d'ailleurs est l'association qui aujourd'hui accueille la FAF en Guadeloupe. Eh bien, on arrive à relancer un peu cette filière. Et là, maintenant, elle se structure petit à petit, à tel point que ça a fait un petit peu boule de neige dans la Caraïbe et qu'on a accompagné nos collègues en Martinique, également en Guyane, et un petit peu à Mayotte, de manière à ce qu'on puisse avoir une filière au-delà de la Guadeloupe qui est en train de s'organiser. On a même créé une fédération nationale des producteurs de vanille d'outre-mer. Et donc là, maintenant, oui, ça s'organise. Alors, tout le monde n'est pas en agroforesterie ou sous couvert forestier, et ça me permet de faire une belle transition sur la deuxième question. De quelle manière on est capable de faire de la vanille? Alors, on a plein d'oppositions, d'oppositions de production. Celle que je pratique, moi, qui va être la plus extensive, la plus proche du milieu naturel. Donc, on va aménager un sous-bois dans lequel on va installer de la vanille. Et plus la nature fera le travail, et moins on intervient. Par contre, on aura des petites productions, et pour avoir un volume conséquent, il va falloir multiplier la surface. Mais par contre, on est très très proche du milieu originel de la vanille. Et ensuite, à l'opposé, alors je vais prendre l'opposé le plus violent, c'est un petit peu ce que nos collègues bretons sont en train de faire en ce moment. Sous les serres hydroponiques dans lesquelles ils faisaient de la tomate, ils ont décidé de faire la vanille. Alors j'avoue qu'il est vrai que le kilo de vanille est plus cher que le kilo de tomate. Ceci dit, on est bien d'accord, la Bretagne n'est pas réputée pour son milieu tropical. Et donc, on va se retrouver avec une artificialisation énorme. C'est-à-dire que dans cette serre, il va falloir avoir le milieu tropical, le taux d'humidité qui va approcher 85-90%. Donc, ils vont brumiser, ils vont chauffer. Et là, c'est chauffé au fioul. C'est pas comme nous, on attend que le soleil se lève le matin. Donc, c'est un peu moins drôle. En tous les cas, ça a un coût carbone énorme. Alors que dans mon cas, moi, je vais être en carbone positif. C'est-à-dire que quand je vais extraire la vanille de la forêt, j'aurai un carbone positif, c'est-à-dire que la forêt, elle, aura séquestré plus de carbone que ma récolte. Et je pense pas qu'on soit si nombreux en France, peut-être dans le monde, à être agriculteurs en carbone positif, quoi.
Donc ça, c'est une force. Et puis, du coup, c'était vraiment pour donner les deux contraintes. Hein. Donc voilà. Et puis avec ça, après, on a des entre-deux. Donc on aura des lieux où, d'ailleurs, on va installer des arbres dans des endroits qui ont été défrichés pour l'agriculture et dans lesquels on va remettre des arbres pour recréer des couverts, des strates. Et ça, on va appeler ça plutôt euh, du semi-intensif. Et puis l'intensif, avant même d'arriver à l'extrême serre hydroponique, on aura des ombrières. Donc là, on va retrouver ça beaucoup en Polynésie française, par exemple, et quelques collègues à l'île de la Réunion qui, eux, vont, euh, sous ces ombrières, cultiver de la vanille de manière un peu plus intensive que nous dans la forêt, quoi. Donc on a vraiment toutes ces catégories. Et pour le coup, dans notre cas, on a choisi vraiment cette méthode d'être proche de ce qu'elle était à l'origine. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a obligés avec le temps, entre le départ de notre association La Pagua et aujourd'hui, de distinguer l'agroforesterie du sous-couvert forestier. L'agroforesterie, c'est vraiment aujourd'hui quand on réintègre des arbres sur des parcelles, pour faire la distinction avec nous qui avons adapté notre production agricole à une forêt. Et donc ça nous va bien de- d'avoir créé cet écart pour éviter les confusions. Ce que je retiens, c'est que comme dans beaucoup de filières, il y a un grand gradient de systèmes de production. Moi, ce qui me pose question, c'est comment est-ce que tu arrives à avoir un modèle économique qui fonctionne sous couvert forestier? Parce que j'imagine que si dans les systèmes intensifs, et si on met sous des ombrières, c'est qu'il doit y avoir plus de facilité à mécaniser ou un gain en temps de travail, enfin un gain en termes de coût en tout cas. Donc, comment est-ce que tu arrives à gérer la complexité de la forêt, enfin intégrer la complexité de la forêt, on va dire, dans ton travail, sans que ce soit trop pénalisant, voilà, au niveau du modèle économique? Alors, ce qui s'est passé, parce qu'on se projetait peu, puisqu'on avait peu de chiffres, et comme je les évoquais tout à l'heure, les premiers chiffres qu'on avait eus étaient pas bons. Voilà, en gros, hein, je vais donner une idée, on nous promettait d'arriver à faire 400 kilos de vanille verte par hectare. Et les meilleures années, j'ai pas dépassé 120 kilos. Donc forcément, c'est pour ça qu'il y a une partie des producteurs qui ont dit ce chiffre-là, on l'a pas obtenu du tout. Donc du coup, on laisse tomber, quoi. Voilà, on abandonne, on n'arrive pas à faire 400, on est mauvais, on n'est pas bon, la Guadeloupe n'est pas un milieu propice à la vanille, etc. Alors ces chiffres, ils nous venaient de l'île de la Réunion et ils n'étaient pas forcément corrects parce qu'il y avait beaucoup de producteurs qui soit avaient des petites unités de production intensive à côté, puis quand ils faisaient la proportion forêt plus la petite serre à côté, ça faussait les chiffres. Voire même, on s'est même aperçu qu'on avait des gars qui achetaient de la vanille à l'île d'à côté, qui est Madagascar, qui est encore aujourd'hui l'un des plus gros producteurs au monde, et qui du coup vendaient ça sous leur nom, et puis du coup, forcément, ça augmentait les chiffres, quoi. Donc, mais ça, on l'a découvert qu'en allant visiter les collègues à l'île de la Réunion. Ça veut dire que tant qu'on n'allait pas là-bas, on était en train d'imaginer qu'on n'était pas bon. Une fois que je vais là-bas et que je me rends compte que mes collègues font, dans les meilleurs cas, 200 kilos de vanille verte à l'hectare, c'est toujours pas 400. Donc, on revient un peu rassuré en se disant finalement, on est pas si mal. Et donc, on repart et là, on va enregistrer nos informations. Alors, la chose qui m'a permis à moi de m'en sortir, c'était que j'allais pas vendre la vanille verte à un préparateur de vanille noire. Donc, j'ai sauté un intermédiaire, puisque au moment où moi je me lance, la filière à ce moment-là, elle s'arrête, puisque, comme je le disais, le petit syndicat de producteurs d'avant est passé de 70 à 8, et moi je m'installe au moment où tout le monde s'en va. Donc à ce moment-là, ils me disent on n'a plus d'unité de transformation, Cédric, tu vas te débrouiller avec tes vanilles. Et le fait de me débrouiller avec mes vanilles fait que, en transformant ma vanille verte en vanille noire, ça m'a permis de pouvoir avoir la valeur ajoutée du produit final dans ma poche plutôt que dans une unité coopérative de transformation extérieure. Donc ça, c'était un premier point. Et puis ensuite, l'atout de la forêt, alors effectivement, il faut dompter cette forêt, mais finalement, une fois qu'on a fait le gros travail d'aménagement qui, pour le coup, est un peu fastidieux, mais ça ne redevient pas la jungle tout de suite. Et puis, j'ai appris par l'observation à perdre du temps, à gagner du temps. Alors je m'explique parce que peut-être que c'est pas français ça, mais c'est plus on observe cette forêt qui n'a pas besoin de l'homme pour survivre, hein, on s'aperçoit qu'elle fonctionne alors avec toute sa complexité, mais avec
finalement quelque chose de simple pour nous, c'est-à-dire que même si je comprends pas tout ce qui s'y passe, tellement c'est complexe, tellement il y a de diversité, avec un botaniste, on a fait l'inventaire de la diversité des arbres sur mes 7 hectares de forêt publique, et on est tombé sur 36 arbres différents, ce qui est exceptionnel. Hein. Il me semble qu'en milieu tempéré, quand il y a 5 arbres différents dans une forêt, c'est un peu déjà la fête. Alors là, du coup, toute cette diversité, elle fonctionne. Voilà, alors il y a des arbres qui vont pas bien, qui tombent, qui meurent, mais à côté de ça, il y en a un qui a repoussé, et puis il est en pleine forme, et puis on s'aperçoit que ça fonctionne, quoi. Et le fait de me dire qu'à un moment donné, je vais pas trop dompter cette vanille, je vais la laisser faire, elle va choisir l'arbre sur lequel elle veut monter, plutôt qu'au départ où j'étais en train de la forcer, fait que ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment perdre du temps et gagner du temps, c'est-à-dire laisser faire, s'apercevoir que ça fonctionne, m'a permis de baisser mes charges. De toute façon, l'ONF, en gros, hein, leur cahier des charges est tellement strict que la seule chose qui m'autorise à rentrer dans la forêt, c'est des lianes de vanille, et la seule chose qui m'autorise à en sortir, c'est des gousses. J'ai même pas le droit d'utiliser des produits agréés en agriculture biologique dans cette forêt. Donc j'ai été agréé en bio très très vite, très simplement. Mais du coup, j'ai peu de charges d'intrants. J'ai pas besoin de. Si la vanille elle est malade, eh ben, elle va. Je vais jouer le vrai jeu de l'immunité collective dans cette forêt. Je vais pas chouchouter un pied qui est malade. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Je vais rendre résistant tous les pieds qui restent. Et au-delà de la rusticité qui m'intéresse, je veux quand même que ça produise un peu. Alors, j'aurai jamais la production de 5 kilos par pied de vanille que que peuvent peut-être obtenir les Bretons dans leur serre, parce qu'ils vont me donner toute la totalité par des intrants dans l'eau d'irrigation d'azote, de phosphore et de potassium, un peu à gogo, jusqu'au maximum que la vanille est capable d'absorber. Ça, j'aurai jamais ça. Moi, je vais avoir 250 grammes, un pied sur 5 dans la forêt. Donc, c'est 10 sous. Par contre, ma vanille, elle meurt pas quand elle a fini de produire, alors que dans la serre, elle va vite, elle ne peut plus à la fin. Elle se fragilise parce qu'elle, comme elle produit énormément, elle va être plus sensible aux maladies. Alors que moi, à l'inverse, je les ai rendues résistantes. Donc du coup, j'ai besoin de moins de phyto, j'ai besoin de, j'en ai pas besoin finalement. Ça se fait tout seul. Et les deux autres choses que je vais chercher à avoir, c'est donc un peu de production malgré tout, et puis que ma vanille soit bonne au goût et qu'elle sente très bon. Et à partir de là, c'est parti. Et j'ai tendance à dire, ma fierté, ça a été quand même au concours général agricole de gagner des médailles avec une vanille qui est très 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 naturelle, quoi. On les a pas volées ces médailles, voilà. Sur 5 concours de médailles, on est plutôt content. Alors que d'habitude, c'était plutôt la Réunion et l'océan Indien qui ramenaient ces médailles parce qu'ils sont quand même bons sur ces productions, quoi. Mais nous, on n'imaginait pas pouvoir l'avoir tout de suite. Et puis finalement, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Et j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais peut-être que tu peux nous donner un petit peu un résumé de l'itinéraire technique sur la vanille, c'est-à-dire à quoi ça ressemble ton année, combien de temps vit un plan, quelles sont un peu les étapes d'entretien. Enfin voilà, je te demande de rentrer dans un peu plus de détails que dans mes autres interviews, mais c'est juste parce que j'ai cette curiosité-là et je suis sûr que ça intéresse tout le monde. On n'a pas l'habitude, on n'a pas souvent l'opportunité d'entendre quelqu'un qui cultive de la vanille, donc c'est intéressant de comprendre comment ça se passe. Très bien, donc de manière générale, la vanille, on va la reproduire par bouturage. Donc on va récupérer un bout de liane de 60 cm qu'on va déposer sur le sol, qu'on peut recouvrir de quelques feuilles de matière organique du sol. Hein. En tous les cas, on ne va pas l'enterrer, près de l'arbre sur lequel on souhaite qu'elle grimpe. Une fois qu'elle a fait, donc du coup, elle va développer ses racines nourricières dans la litière. Hein. Elle a peu besoin d'aller dans le sol. Elle va y aller peut-être en saison sèche, mais voilà, je vous rappelle, c'est une orchidée et les orchidées n'ont pas forcément besoin d'envoyer leurs racines dans la terre. En tous les cas, c'est dans la biomasse, dans la litière de matière organique qui est composée des chutes de feuilles et de branches et d'arbres que la vanille va se nourrir. Là-dedans, elle va développer les racines qui généralement les racines vont aller piquer l'eau des champignons qui dégradent cette matière organique. Comme les champignons ont dégradé la matière organique, l'eau du champignon est enrichie en nutriments et c'est comme ça que la vanille va se nourrir. Une fois qu'elle a ces nutriments, elle va grimper sur l'arbre, elle va monter généralement. Si jamais on la laisse faire et que je suis pas là, elle va monter d'ailleurs au sommet. Hein. C'est l'histoire de sa vie, c'est je grimpe chercher la lumière du soleil. Imaginons que c'est le cas.
elle perce la voûte forestière, donc d'un seul coup, elle va se retrouver en pleine lumière. Elle est en haut. Là, du coup, le fait qu'il n'y ait plus d'ombrage, c'est un des critères importants pour la future floraison à venir, mais à condition qu'elle ait déjà 4 ans. C'est-à-dire que si jamais elle n'a pas 4 ans, elle ne va pas encore fleurir. En général, la vanille, dans la nature, elle fleurit à la 4e année. Ça, des fois, c'est la 3e, des fois, c'est la 5e, mais bon, en moyenne, 4 ans, pardon. Une fois qu'elle est là-haut, elle va chercher encore à aller plus haut, puis finalement, à un moment donné, la gravité va la rappeler, et elle va commencer à redescendre. À partir du moment où elle descend, ce sera la première fois depuis qu'elle est plantée, donc depuis presque 4 ans, que la sève brute, qui faisait que de monter dans les feuilles pour devenir de la sève élaborée, sera obligée de redescendre. Euh, Ça, c'est un deuxième critère important. Donc, un bon coup de soleil, la vanille descend. Et puis, normalement, une fois par an, en Guadeloupe, on a une saison sèche. Cette saison sèche a lieu généralement pendant la période du carême. C'est ce que les anciens nous disent, c'est toujours cette période-là. En gros, qui est de fin février jusqu'au début du mois de mai, mi-mai. Pendant cette période, il fait très sec, normalement. Je dis ça parce que ça fait 2 ans qu'on a des saisons sèches très pluvieuses. Mais bon, normalement, il fait très sec. Et là, la vanille, elle est dans une situation de stress. En gros, elle se dit, bon, j'ai atteint mon objectif final, je peux pas monter plus haut. Par contre, je me suis pris un gros coup de soleil parce que j'ai percé la voûte forestière. En plus, c'est la sécheresse, le soleil, il est plus fort. Il n'y a pas d'eau au sol, je vais peut-être mourir. Il faut absolument que je me reproduise. Et là, dans le bouc qui descend, elle va commencer à développer des fleurs dans un objectif de reproduction au cas où, si c'est fatal pour la liane. Et donc, du coup, comme ça, c'est censé se passer dans le bout qui descend et que nous, dans la forêt, on a des arbres pour les plus grands qui atteignent presque 30 mètres. Mais du coup, on va tout faire pour que cette situation, qui aurait dû avoir lieu au sommet des arbres, ait lieu à hauteur d'homme. Et donc, moi, mon travail dans la forêt, ça va être de toujours m'arranger pour que les lianes soient à hauteur d'homme. Donc, on va les boucler de manière à ce que quand il y a les bouts qui descendent, ils soient accessibles pour nous à hauteur d'homme et qu'on puisse nous-mêmes faire la pollinisation de ces fleurs. Une fois qu'on a pollinisé la fleur, la fécondation a lieu dans le jour même. Et puis là, on a le développement du fruit. En général, la gousse atteint sa taille finale à 1 mois et demi, 2 mois. Par contre, entre la pollinisation et la maturation de la gousse, il nous faudra 9 mois en tout en général. Et au bout de 9 mois, on va récupérer notre gousse toujours verte, mais qui commence à jaunir à l'extrémité. Et on va la transformer en vanille noire, et c'est à ce moment-là qu'elle va développer les parfums. Et du coup, je voulais aussi qu'on parle un peu du processus de transformation, juste pour comprendre en quoi ça consiste, et surtout, est-ce que ça représente des investissements importants, puisque tu as mentionné que c'était notamment parce que tu avais repris cet échelon-là de la valeur que tu t'en sortais bien, mais je me demandais, voilà, qu'est-ce que ça représente de le faire soi-même, quoi. La transformation, on va copier ce qui aurait dû se passer. Alors, en plus, c'est une spécificité de Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on a tout à l'heure, je parlais du fait qu'on a créé une fédération des producteurs de vanille au niveau national. On a chacun des méthodes de transformation un peu différentes. Donc la Polynésie française, ils ont la chance d'avoir une variété de vanille qui s'appelle Vanilla tahitensis, qui généralement peut se cueillir sur pied noir, et donc qui vont présenter au soleil vite fait, sans forcément qu'ils aient besoin de la transformer plus que ça. Alors que dans l'océan Indien, Mayotte et la Réunion vont échauder la vanille, ils vont la tremper dans un bain d'eau chaude pour que l'eau qui est à l'intérieur de la gousse puisse sortir et puis que la chaleur puisse activer les enzymes aromatiques. Et en Guadeloupe, on va la scarifier. Donc, la tradition veut qu'on récupère un bec de poisson, un orphi, et on va griffer les gouttes vertes. Ça va faire sortir l'eau de l'excès de sève. Et puis donc les vanilles vont sécher et noircir. Donc en gros, ce qu'elle aurait fait dans la nature, elle se serait ouverte en deux, de manière à ce que le parfum se diffuse, que ça attire des insectes ou des animaux et qui viennent s'y frotter ou la manger dans le but de disséminer les graines plus loin que le pied-mer. Donc le fait de la scarifier, ça copie un peu ça. Donc c'est pas hyper compliqué, par contre c'est quand même gousse par gousse. Donc le plus gros investissement, c'est le temps à y passer en fait. Et pas forcément du matériel. Puisque effectivement, par contre, les gars qui vont avoir des unités de transformation à l'île de la Réunion vont être obligés d'avoir des grosses gamelles. Voilà, il va leur faire un bâtiment, des choses comme ça.
Alors que là, bah, du coup, non. Puis après, moi, je vais les étaler sur des tables au soleil et puis on attend que ça sèche. Donc c'est pas forcément super important. Ça peut le devenir à partir du moment où, comme moi, avec le temps, on commence à faire des produits transformés. Donc bah, soit on fait de la poudre de vanille, soit on fait de l'extrait. Et là, du coup, bah, ça demande plus de matériel et là, il faut un petit labo. Mais ça s'est arrivé plus tard. C'est-à-dire que ça m'a permis de valoriser les gousses les moins belles ou les trop petites. Donc du coup de faire un produit annexe euh, et donc ça aussi ça m'a aidé à bah, augmenter mon revenu effectivement. Euh, on a bien compris à travers ta description que l'avantage de situer la vanille dans son milieu naturel, c'est que justement, tu avais un système très économe. Euh, je me demandais juste en termes de contraintes, est-ce que c'est au moment d'intervenir sur la cueillette ou la pollinisation que voilà, tu vas perdre un temps de travail ou qu'est-ce que tu vois comme contrainte par rapport au modèle de vanille sous couvert forestier? Alors bon, du coup comme j'aime bien mon modèle, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de contraintes. Euh, mais après, ben voilà, c'est comme c'est un métier passion, peut-être qu'on les voit pas ces contraintes. Bah, ça va être, bah, on est dépendant du climat, des saisons qui vont pas être régulières comme on aurait aimé. Donc ces dernières années, le fait qu'il y ait eu beaucoup de pluie pendant la saison sèche a fait qu'il y a eu beaucoup moins de floraison. Donc ça, effectivement, c'est contraint. Ensuite, on est dépendant. Ouais, alors ça peut arriver de temps en temps, mais pour l'instant, et je me dis tiens, les anciens qui avaient inventé cette méthode de vanille sous couvert forestier ne sont pas si fous parce que quand il y a des cyclones qui passent, bah, ça va impacter beaucoup plus les systèmes artificialisés comme les ombrières ou les serres que la forêt. La forêt, pour mettre 20 hectares total par terre, faut quand même y aller quoi. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que du coup nous, quand on va aménager notre sous-bois, on va l'entretenir en fait. Donc on va avoir tendance à éliminer quelques arbres qui penchent, qui sont malades. On va dégager les arbres des lianes parce qu'on veut que la seule liane qui soit dans cette forêt, ce soit la vanille. Et du coup, quand les tempêtes arrivent très fortes, ils vont impacter les forêts les plus fournies qui sont moins entretenues et qui, bah, par exemple, des grosses lianes qui vont se développer dans des arbres vont du coup provoquer beaucoup de prise au vent et l'arbre va tomber. Tandis que un arbre qui n'est pas envahi par une liane va perdre ses feuilles, il n'y a plus de prise au vent et il reste debout. Et je me suis rendu compte que jusqu'à présent, hein, donc quand même depuis presque 25 ans que je fais de la vanille, et ben du coup, on s'aperçoit qu'il y a dans ces forêts peu d'impact des cyclones. On en a vécu, mais voilà, dans le cas le plus violent, j'ai eu moins de 10% d'arbres qui sont tombés ou qui ont été touchés. Et c'est pas parce que mon arbre est tombé par terre que ma vanille est morte, quoi. Donc jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé. Mais je m'aperçois que c'est vraiment cet aménagement qui facilite le passage du cyclone sans que ça ait d'impact négatif sur les forêts. Après, c'est pas drôle, ça réduit un peu la production, mais c'est pas zéro. Bah, à t'écouter, en tout cas, ça paraît être un système très performant parce qu'on a un produit de qualité, on a un modèle économique qui fonctionne, on a aussi une fonction écologique élevée. Tu as mentionné le carbone, la biodiversité de tes parcelles. Du coup, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'on voit plus de vanille qui soit produite sous couvert forestier? Autrement dit, c'est quoi un petit peu les obstacles aujourd'hui? Pourquoi on n'en voit pas plus? Ah, effectivement, du coup, si on met en opposition nos systèmes, effectivement, on va avoir beaucoup de surface pour peu de production, ce qui est entendable. Euh, alors qu'effectivement, quand on va commencer à concentrer les vanilles sous des ombrières, etc., ben, du coup, euh, on peut faciliter la quantité de production. C'est-à-dire, ben là, la production par pied de vanille va être plus performante, mais elle a un coût. Et c'est en fait cet équilibre-là qui est... voilà, moi, je vais avoir tendance à défendre mon modèle et c'est celui que j'utilise aujourd'hui. Euh, euh, Et donc, du coup, on n'a pas fait ce tableau encore comparatif exactement pour qu'on puisse vraiment dire, ouais, voilà, ça c'est plus. Alors évidemment, étant donné que moi, j'aurais tendance à faire la promotion des produits plutôt sains, propres, etc. Ça me va bien. En même temps, de temps en temps, je me dis, ouais, j'aurais bien, mais j'aurais préféré avoir plus de production au volume, quoi. Euh,
Donc voilà, on en est là. Et puis j'ai tendance à dire que, bon, pour l'instant, en tous les cas, en Guadeloupe, les gens qui ont tenté de monter des ombrières, euh, ça s'est pas abouti par des grandes réussites. Et je pense que c'est parce que bah, là, aujourd'hui en Guadeloupe, la, la, la maîtrise de la production, elle est beaucoup plus forte en sous-bois. Et quand on va visiter les collègues dans les autres territoires, ben on s'aperçoit que la production de vanille sous ombrière ou sous serre, elle est hyper contrainte en termes de... C'est autre chose. On est plus dans... C'est comme si on faisait même pas le même métier. Et donc, ben, c'est pas la même chose. Alors, si on sait que les besoins de la vanille sont identiques, mais on va pas les apporter de la même manière, et on s'aperçoit que quand bien même la production peut être intéressante, ben, elle n'est pas durable dans le temps. Souvent, les gars, ils sont obligés d'avoir deux ombrières, parce que pendant qu'il y en a une qui a fait sa carrière de production, ben, ensuite ça chute. Et quand ça chute, c'est notamment parce que, comme elle est plus sensible aux maladies, ben, d'un seul coup, tous les pieds vont mourir beaucoup plus tôt que dans la forêt. Donc il faut les remplacer. Mais tant qu'à faire, bah, autant faire un vide sanitaire parce on a apporté des maladies dans cette serre parce qu'elle était en surproduction. Et donc il faut deux structures, quoi. Bref, moi j'y vois plus des contraintes de l'autre côté. Si ce n'est que effectivement, par contre, je pourrais jalouser le volume de production qui a été faite, quoi, que moi j'aurais pas forcément dans la forêt. Donc voilà, du coup, moi je préfère avoir des vanilles qui portent peu, mais qui sont rustiques, et ça m'oblige à me balader dans la forêt. Bah, ce qui est particulièrement intéressant avec ton modèle, c'est que ça permet de pas opposer la forêt à la production. En fait, de combiner les deux usages et garder la fonctionnalité de la forêt, mais d'y produire un produit de qualité. Donc, la question que je me pose dans le contexte de la Guadeloupe, toi, tu as eu cet arrangement avec l'ONF. Est-ce qu'il y a un gros potentiel pour produire plus de vanille, pour plus de producteurs dans les forêts guadeloupéennes? Enfin, est-ce que c'est un modèle qui pour toi peut être amené à essaimer, ou est-ce que finalement toi tu as bénéficié de conditions très particulières qui font que c'est difficilement réplicable? En Guadeloupe, pour l'instant, l'ONF va proposer de manière assez régulière, à un moment donné, au départ ça s'est fait presque tous les ans, il y avait un appel à candidature pour installer des gens dans la forêt. Et puis là maintenant c'est tous les 3 4 ans, c'est-à-dire qu'ils prennent plus de temps pour renouveler des parcelles ou en chercher de nouvelles. On sait que bah, ça peut s'arrêter, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils vont estimer que ça suffit. Mais en tous les cas, en Guadeloupe, ça a fonctionné, hein. On a entre 30 et 40 hectares de personnes installées en forêt publique. Ensuite, c'est pas parce que ça s'arrête sur la forêt publique qu'on ne peut pas aller chercher de la forêt privée. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis dit, tiens, ce serait bien. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que les contrats ONF ne sont pas à tacite reconduction, c'est des contrats précaires. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, l'ONF peut me dire, bon, bah, ça suffit. Bon, c'est pas le cas, jusqu'à présent, ils ont été renouvelés, mais je suis obligé de répondre aux appels à candidature à chaque fin de bail. Donc, c'est pas très drôle, alors que dans le privé, là, je suis parti sur 2 fois 25 ans, je sais même pas quel âge j'aurai dans 50 ans, et j'ai pas envie d'y penser, sinon je vais pleurer. Mais, euh, mais en tous les cas, du coup, d'un seul coup, j'ai une vision beaucoup plus longue. Et donc, c'est là où je voulais en venir, c'est que bah, on a toujours ces forêts privées qui sont disponibles et qui sont sans doute peu exploitées aujourd'hui, autant en termes de production de bois que de valorisation, comme on est en train de le dire, en sous-couvert forestier. Et puis, bah, l'ONF qui va peut-être renouveler de temps en temps. Par exemple, en discutant avec nos collègues en Martinique, ils ont tendance à dire il y a tellement de forêts privées, ben, laissons tranquille la forêt publique. Et donc, ils ont installé très peu de personnes. À La Réunion, c'est un petit peu comme en Guadeloupe, il y a les deux. Donc, en tous les cas, alors, et pour répondre à une autre partie de ta question, est-ce qu'il y a de l'avenir? Oui. Et alors, pour la simple et bonne raison qu'on s'est aperçu que dans tous les territoires d'outre-mer, alors du coup, les 5 départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, plus la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, sur l'ensemble de ces 7 zones géographiques, le seul endroit où la vanille n'est pas impactée par des vanilles étrangères qui viennent être vendues sur le territoire, c'est la Polynésie. Mais parce qu'en Polynésie, le gouvernement de Tahiti a décidé d'une protection nationale et donc aucune autre vanille ne peut rentrer. Par contre, tous les autres territoires, on est envahi de vanille de l'étranger. Et si je prends le cas de la Guadeloupe, nous on produit dans les meilleures années 1800 kilos, donc un peu moins de 2 tonnes, alors qu'il en est vendu tous les ans au moins 12, 13, 14, 15 ou 16 tonnes pour une année
Donc du coup, ben oui, on peut y aller. C'est-à-dire que le jour où on arrive à la moitié, on aura installé beaucoup de monde en vanille plutôt de qualité, quoi. Alors ensuite, là, pour l'instant, ça va doucement, hein. Donc du coup, on est peu inquiet pour l'instant face à l'importation de vanille extérieure. Donc on répond plutôt à la demande des gens qui veulent vraiment de la vanille locale et de qualité, qui est vendue forcément plus cher que celle d'importation. Par contre, bah, notre vanille est vraiment 3 fois plus puissante en termes de valeur aromatique. Donc on n'est pas si cher que ça en fait, hein. Au kilo, on va avoir l'impression qu'on est des escrocs. Par contre, à la qualité de l'intensité de l'arôme, on est vraiment au juste prix. C'est-à-dire que bah, il va falloir mettre beaucoup plus de vanille de Madagascar. Alors, de celle qui est importée, hein, parce que Madagascar sait faire de la très bonne vanille par ailleurs, mais celle qui arrive en Guadeloupe, c'est pas la meilleure, et donc du coup, bah, il va falloir en utiliser beaucoup pour avoir le même résultat qu'on pourrait avoir avec les nôtres. Donc, finalement, on répond à cette demande-là de gens qui veulent vraiment de la vanille locale et qualitative. Si tu avais quelques conseils à donner à quelqu'un qui t'écoute et qui a envie de se lancer dans la production de vanille sous couvert forestier en Guadeloupe, quels seraient ces conseils? Ben, de pas hésiter à venir se rapprocher de notre association, parce qu'on est là pour ça en fait, donc la Pagua. Parce que on va tout faire pour éviter toutes les embûches que nous on a eues par le passé, à l'époque où on les a vécues. Et on va être facilitateur en fait de l'installation. Alors que ce soit un jeune agriculteur qui démarre, comme de quelqu'un qui veut se diversifier et qui a déjà une exploitation agricole, voire même dans certains de nos adhérents, on a même des projets de retraite. Donc du coup, voilà, pour les plus jeunes, ils sont encore au lycée agricole et ils sont porteurs de projets. Et puis pour les plus anciens, c'est des occupations comme si c'était un peu un hobby pour la retraite. Donc, mais en tous les cas, on va les aider à faire ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bah, c'est un peu notre rôle, c'est vraiment ça. Donc voilà, puis après, faut se mettre dans la tête que c'est quand même un vrai métier passion et qu'avant même d'imaginer parce que on a reçu des gens comme ça qui pensent ah oui la vanille c'est le fruit le plus cher au monde, ce qui est une réalité, hein. Bah, si avec les épices ça peut être le safran, mais euh, dans les fruits c'est bien la vanille et puis du coup on a reçu des gens comme ça qui pensaient plus à l'argent que voilà, en se disant on va faire ça, ça va marcher, etc. Et ça marche pas s'il y a pas un brin de passion quoi. On s'est aperçu que là c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc faut arriver à aimer ça. Sinon ça marche pas. Mais pour conclure, Cédric, enfin moi une des questions que je me pose en ayant entendu, en t'ayant entendu expliquer tout ton système pendant l'interview, c'est comment on peut trouver tes produits? Où est-ce qu'on peut acheter ta vanille? Et bien du coup quand on est en Guadeloupe, il suffit de venir me visiter. En général je fais 2 visites par semaine, les mercredis matins et les samedis matins. Ou alors après ben, on peut également commander en ligne sur ma boutique en ligne. Donc dans tous les cas, autant pour les visites que pour les produits, ça se passe sur vanigua.com, Vanigwa. Et puis, donc du coup, bah, il y a un onglet visite, découverte, et là, il suffit de s'inscrire. Et puis pour la commande, c'est dans la boutique en ligne. Par ailleurs, j'ai un collègue qui est épicier en France hexagonale et qui a une boutique qui s'appelle Exception d'ailleurs. Et là où vous allez retrouver également mes produits, ça peut aller plus vite. Et c'est lui qui récupère en général un peu mes produits quand je sors du salon de l'agriculture. Et puis ça me fait penser que d'ailleurs, mais genre, généralement je suis au salon de l'agriculture, donc dans le hall Outre-mer, au stand de Guadeloupe. Euh, et on peut bah, acheter tous mes produits, donc ça va de la vanille en gousse, extrait, poudre, et puis mon dernier produit qui est donc le sirop bois bandé vanille. Super. Bah, merci beaucoup pour tous ces éléments, c'était vraiment passionnant. Et merci d'avoir accepté d'être sur le podcast. Ça marche, merci beaucoup. Ce que je retiens de nos échanges, ce sont les nombreux atouts de la forêt tropicale pour la culture de la vanille. Ce contexte a permis à Cédric d'accéder au foncier et de mettre en place un système à la fois économe et performant, avec des plants de vanille qui se développent dans un milieu adapté, sans nécessiter d'intrants autres que le travail humain. Il existe ainsi un réel potentiel pour concilier une production de haute qualité, installation agricole et préservation de la forêt tropicale. Cet épisode de Cambium est déjà terminé, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet agroforesterie.fr et sur nos réseaux sociaux. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à liker et commenter cet épisode et à le partager à vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer la suite de notre aventure. À bientôt!